De retour dans la ville où il a grandi, un homme d'affaires découvre un passé dont il n'avait jamais entendu parler. Dans un McDonald's, une fillette maltraitée réveille en lui quelque chose d'endormi, l'instinct de protéger. Face à de fausses accusations et à des ennemis influents, il se lance dans une bataille contre le mensonge, le pouvoir et la cupidité. Et sans s'en rendre compte, en sauvant une vie, il reconstruit la sienne. L'autoroute qui traversait l'arrière-pays de l'Auvergne semblait interminable en cet après-midi d'octobre. Romain Dubois conduisait sa berline argentée avec la fenêtre entr'ouverte, laissant le vent tiède de la région métropolitaine de Lyon envahir la voiture et apporter avec lui l'odeur de terre humide et de pin. Il avait 43 ans, des cheveux grisonnants bien coupés, des yeux bruns qui portaient un mélange de fatigue et de détermination. Il était parti de Paris à l'aube, conduisant sans se presser comme quelqu'un qui a besoin de temps pour organiser ses pensées avant d'affronter le passé. Lyon n'était pas seulement sa ville natale, c'était l'endroit où tout avait commencé, et d'une certaine manière où tout s'était également terminé. Romain avait quitté la capitale des Gaules 20 ans plus tôt, encore jeune, avec une valise de vêtements et un cœur plein de rancœur qu'il avait juré de ne jamais revisiter. Mais la vie a de ses ironies. L'appel téléphonique qu'il avait reçu 3 jours auparavant avait tout changé. Sa tante Colette, la seule personne de la famille avec qui il maintenait encore un contact, avait appelé pour lui annoncer que l'ancienne maison familiale allait être vendue. S'il voulait récupérer quelque chose de là-bas, c'était le moment. Romain n'était pas certain de ce qu'il espérait trouver dans cette maison. Peut-être seulement des fantômes. Peut-être rien. Mais quelque chose en lui, une sensation inconfortable qu'il ne parvenait pas à nommer, lui disait qu'il devait y retourner. Il devait boucler cette boucle, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à conduire sur l'A6, observant les montagnes au loin, sentant son cœur se serrer à chaque kilomètre qui le rapprochait de la ville qu'il avait juré d'oublier. L'aiguille de la jauge de carburant était dans le rouge quand il aperçut un panneau indiquant une station-service à 2 kilomètres. Juste, à côté, il y avait un relais routier, une de ces bâtisses typiques de la région avec un toit en tuiles, des murs peints en blanc et jaune, et une terrasse avec des tables en plastique où des camionneurs et des voyageurs s'arrêtaient pour prendre un café et manger un morceau. Romain sourit en voyant l'enseigne lumineuse qui disait « Le relais de la nationale » en lettres rouges délavées. Cet endroit semblait sorti d'une autre époque. Il gara la voiture près de l'entrée, coupa le moteur et respira profondément. Le voyage avait été long et son corps réclamait un peu de repos. En descendant du véhicule, il s'étira les jambes et sentit l'odeur de café frais mêlée à l'arôme de friture qui venait de la cuisine. Le son des voix animées et le bruit des assiettes et des couverts créaient une atmosphère accueillante. Romain entra dans l'établissement et fut accueilli par une serveuse en tablier à carreaux qui lui offrit un sourire automatique et lui indiqua une table près de la fenêtre. Il commanda un café crème, une tranche de quiche et une part de gâteau au yaourt. En attendant, il observa l'agitation autour de lui. Il y avait un couple de personnes âgées partageant un sandwich, 2 camionneurs discutant de football et une femme d'âge mûr qui parlait au téléphone d'une voix irritée. C'était un portrait commun de la France qu'il connaissait bien. Romain prit son téléphone portable et vérifia ses messages. Rien d'important, juste des emails de travail qui pouvaient attendre. C'est alors qu'il entendit des pleurs étouffés. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires, c'étaient des pleurs désespérés, chargés de peur, venant de quelque part au fond du relais. Romain fronça les sourcils et regarda autour de lui, essayant d'identifier d'où venait le son. Les autres clients semblaient indifférents, absorbés par leur propre conversation. Mais il ne pouvait pas l'ignorer. Ses pleurs touchaient quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il préférait garder enfoui. Il se leva de sa table et se dirigea vers le couloir qui menait aux toilettes. Les pleurs devenaient plus nettes à chaque pas. C'était une voix d'enfant, fragile, demandant de l'aide d'une manière qui serrait la poitrine de Romain. Il accéléra le pas et, au coin du couloir, il vit la porte des toilettes pour femmes entr'ouverte. C'est alors qu'il entendit une autre voix, une voix de femme, rêche, chargée de colère. « Tu vas apprendre à m'obéir, sale petite peste ingrate. Ça ne sert à rien de pleurer. Personne ici ne viendra te sauver. » Romain sentit son sang se glacer. Sans réfléchir, il poussa la porte des toilettes
et se retrouva face à une scène qu'il n'oublierait jamais. Sur le carrelage froid, une petite fille d'à peine 7 ans était recroquevillée contre le mur, ses bras fins protégeant son visage. Elle portait une robe usée, tachée et trop grande pour son corps frêle. Ses cheveux bruns étaient décoiffés et sales, et au-dessus d'elle, une femme robuste, aux cheveux courts teints en blond, tenait le bras de l'enfant avec force, ses doigts s'enfonçant dans la peau délicate. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Romain sortit ferme, mais chargée d'une urgence qu'il ne s'attendait pas à avoir. La femme se retourna brusquement, lâchant la fillette qui se recroquevilla immédiatement encore plus tremblante. La femme, qui portait un uniforme du relais, releva le menton avec une expression de défi. « Ça ne vous regarde pas. C'est entre elle et moi. » Romain fit un pas en avant, bloquant la sortie. Quand il s'agit d'un enfant maltraité, ça regarde n'importe. Quelle personne décente. Sortez de là, maintenant. La femme hésita, mais quelque chose dans le regard de Romain la fit reculer. Elle sortit des toilettes en soufflant, marmonnant quelque chose sur les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Romain s'agenouilla lentement, gardant ses distances avec la fillette qui tremblait encore et le regardait avec des yeux écarquillés, pleins de larmes et de terreur. « Hé, ma petite, tout va bien maintenant. Personne ne va te faire de mal. Tu es en sécurité. » La fillette ne répondit pas. Elle resta simplement recroquevillée, l'observant avec cette méfiance que seuls ceux qui ont trop souffert peuvent avoir. Romain sentit sa poitrine se serrer. Il connaissait ce regard. Il le connaissait trop bien. « Comment tu t'appelles » Sa voix sortit dans un murmure si bas que Romain dut se pencher pour l'entendre. « Isabelle. » Romain sourit, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité. « Isabelle. C'est un joli nom. »« Enchanté, Isabelle. Je m'appelle Romain. Tu es blessé? Est-ce que je peux t'aider à te relever ?» La fillette hocha lentement la tête, ne lui faisant toujours pas entièrement confiance, mais quelque chose dans sa voix, quelque chose dans sa posture, la poussa à accepter la main tendue. Romain l'aida à se relever avec précaution, remarquant les marques violettes sur ses bras, la saleté accumulée sur ses vêtements et l'odeur de quelqu'un qui n'avait pas pris de bain depuis des jours. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Quand ils sortirent des toilettes, le relais était en effervescence. La femme qui avait maltraité Isabelle criait au comptoir, entourée d'autres employés et de quelques clients curieux. En voyant Romain avec la fillette, elle pointa un doigt accusateur. « Cette fille est sous ma responsabilité. Il n'a pas le droit de l'emmener. Elle a fugué de la maison et c'est une voleuse. Il veut sûrement la garder pour lui faire Dieu sait quoi. » L'accusation était si absurde et vile que Romain sentit la colère monter. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un jeune employé, un garçon mince d'une vingtaine d'années, s'avança. « Ce n'est pas vrai, Madame Jeanne. J'ai déjà vu cette petite plusieurs fois par ici. Toujours affamée, toujours effrayée. Vous ne l'avez jamais bien traitée. Tout le monde ici le sait. » D'autres clients commencèrent à murmurer, certains acquiesçant, d'autres observant simplement la confusion. La femme, Jeanne, devint rouge de colère, mais ne put réfuter le témoignage. Romain profita de l'occasion. « Je vais appeler les autorités. Cet enfant est visiblement en situation d'abandon et a besoin d'aide. Si vous êtes réellement sa responsable légale, vous devrez le prouver à qui de droit. » Il prit son téléphone portable et composa un numéro. L'appel fut rapidement pris. Romain expliqua la situation avec clarté, donna l'adresse du relais et demanda qu'on envoie quelqu'un de l'aide sociale à l'enfance. Tout en parlant, il garda la main sur l'épaule d'Isabelle, sentant le petit corps de la fillette trembler. Elle ne disait rien, regardant simplement le sol, comme si elle souhaitait disparaître. L'attente parut interminable. Jeanne continua d'essayer d'argumenter, prétendant qu'Isabelle était têtue, qu'elle fuguait de la maison, qu'elle essayait seulement de la discipliner. Mais chaque mot qui sortait de sa bouche sonnait faux, répété. Romain ne croyait rien de tout cela. Et quand les représentants de l'aide sociale à l'enfance arrivèrent enfin, une assistante sociale nommée Florence et un éducateur d'âge mûr nommé Paul, il fut clair qu'ils n'y croyaient pas non plus. Florence était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés en chignon et des yeux bienveillants qui évaluèrent rapidement la situation. Elle s'accroupit devant Isabelle et lui parla d'une voix douce, se présentant et demandant si la fillette allait bien. Isabelle hocha simplement la tête, parlant toujours très peu. Florence échangea un regard inquiet avec Paul avant de se tourner vers Jeanne. « Madame,
Vous allez devoir nous accompagner pour fournir des explications, et l'enfant sera placé dans un foyer d'accueil temporaire jusqu'à ce que nous puissions enquêter sur la situation de manière approfondie. » Jeanne protesta, hurla, menaça de poursuivre tout le monde, mais à la fin, elle n'eut pas le choix. Paul s'assura d'enregistrer les dépositions des employés et des clients qui avaient été témoins de la scène, y compris le jeune homme qui avait parlé plus tôt. Romain donna également sa déposition, décrivant exactement ce qu'il avait vu dans les toilettes. Pendant ce temps, Florence parlait à Isabelle à voix basse, essayant de la calmer. Avant d'emmener la fillette, Florence s'approcha de Romain. « Merci d'être intervenu. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. Vous avez sauvé cet enfant de quelque chose de bien pire. » Romain hocha simplement la tête, incapable de parler. Il regarda Isabelle être emmenée doucement par Florence jusqu'à la camionnette des services sociaux. Avant d'entrer, la fillette se retourna et le regarda. Ce fut un regard rapide, mais chargé de quelque chose que Romain ne put déchiffrer. La peur, la gratitude, l'espoir. Quand la camionnette partit, Romain sentit un vide étrange. Il retourna à sa table, où le café était déjà froid et la quiche intacte. Il n'avait plus faim. Il paya l'addition et quitta le relais, mais il ne parvenait pas à chasser l'image d'Isabelle de sa tête. Cette fillette effrayée, recroquevillée, maltraitée. Il connaissait ce sentiment, il le connaissait trop bien. Romain passa la nuit dans un hôtel modeste à l'entrée de Lyon, mais le sommeil ne vint pas. Il resta à regarder le plafond, ressassant la scène du relais encore et encore. Le lendemain matin, il prit la carte que Florence lui avait donnée et appela. Il devait savoir comment allait Isabelle, il devait s'assurer qu'elle était en sécurité. Florence répondit à la 3e sonnerie et parut surprise, mais contente de son appel. « Romain, je suis contente de vous entendre. Isabelle va bien, dans la mesure du possible. Elle a passé un examen médical hier soir. Elle est dénutrie, avec des signes clairs de négligence sévère, mais rien qui ne puisse être inversé avec des soins appropriés. Nous enquêtons sur sa situation. La femme, Jeanne, prétend être sa tutrice légale, mais nous vérifions les documents. Quelque chose ne colle pas. » Romain sentit sa poitrine se serrer. « Puis-je lui rendre visite, au foyer? Je voudrais juste m'assurer qu'elle va bien. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Puis Florence répondit, d'un ton plus doux. « Normalement, nous n'autorisons pas les visites de personnes qui ne sont ni de la famille, ni des responsables légaux. Mais c'est vous qui l'avez sorti de cette situation. Laissez-moi en parler à la coordination ici. Je vous rappelle. » Romain la remercia et raccrocha. Il passa la journée agité, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Il se rendit à l'ancienne maison familiale, récupéra quelques cartons de photos et de documents que sa tante Colette avait mis de côté. Mais son esprit était ailleurs. En fin d'après-midi, le téléphone sonna. C'était Florence. « Vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Le foyer se trouve rue des Acacias, numéro 345, dans le quartier de Montchat. Isabelle était toute contente quand elle a su que vous vouliez lui rendre visite. » Romain sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Le lendemain matin, il arriva au foyer ponctuellement. C'était une construction de plain-pied, spacieuse, peinte en jaune clair, avec un jardin à l'avant où quelques enfants jouaient sous la surveillance d'éducateurs. Romain fut accueilli par Florence, qui le conduisit jusqu'à une salle de vie, un espace accueillant avec des canapés colorés, des étagères pleines de livres et des jouets éparpillés sur le sol. Isabelle était assise dans un coin, dessinant dans un cahier. Quand elle vit Romain, ses yeux s'illuminèrent. Elle ne courut pas vers lui, mais son visage s'ouvrit sur un sourire timide qui fit fondre le cœur de Romain. « Salut, Isabelle. Comment vas-tu » La fillette se leva lentement et s'approcha, toujours avec cette prudence de celle qui ne fait pas entièrement confiance, mais avec moins de peur qu'auparavant. « Ça va mieux. J'ai pris un bain. J'ai mangé. Il y a d'autres enfants ici. » Romain sourit. « C'est super. Tu mérites qu'on prenne bien soin de toi. » Ils discutèrent pendant quelques minutes. Isabelle parla peu, mais Romain réussit à lui arracher quelques sourires. En partant, il promit de revenir, et il revint, le lendemain, et le jour d'après, et celui d'après. À chaque visite, Isabelle devenait un peu moins renfermée, un peu plus ouverte, et Romain sentait quelque chose grandir en lui, une connexion à laquelle il ne s'attendait pas.
une envie de protéger cette fillette de tout et de tous. Ce fut lors d'une de ses visites que Florence le convoqua pour une conversation privée. Ils s'assirent dans un petit bureau et son expression était sérieuse. « Romain, je dois vous dire certaines choses. Nous avons obtenu plus d'informations sur Isabelle. Elle est l'héritière d'une somme considérable. Son père est décédé dans un accident de travail il y a environ 2 ans. Il a laissé un testament dans lequel tout lui revenait. Mais il y a une clause étrange. Si Isabelle ne réclame pas l'héritage avant ses 18 ans, ou s'il lui arrive quelque chose, l'argent sera donné à une œuvre de charité. Et devinez quelle institution est mentionnée? » Romain fronça les sourcils. « Laquelle ?» Florence soupira. « Ce foyer, le foyer Sainte-Claire. Le père d'Isabelle était l'un de nos principaux mécènes. Et vous, Romain, vous êtes l'actuel directeur administratif et philanthrope responsable de cet endroit. Du moins, c'est ce qui figure dans les registres à jour de la mairie. » Romain devint pâle. Il avait pris la gestion du foyer il y a seulement 6 mois, dans le cadre d'un projet philanthropique qu'il gérait à distance depuis Paris. Il n'y avait jamais mis les pieds avant cette semaine. « Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée qu'il y avait une enfant héritière impliquée là-dedans. Florence, je vous jure, quand j'ai vu Isabelle dans ce relais, je n'avais aucune idée de qui elle était. Je sais, Romain. Je vous crois. Mais ce n'est pas tout. Jeanne, la femme qui maltraitait Isabelle, a été nommée tutrice temporaire par un avocat qui représente un homme d'affaires nommé Maurice André. Il est propriétaire de plusieurs franchises dans la région, y compris ce relais où vous avez trouvé Isabelle. Nous enquêtons, mais il semble que Jeanne et Maurice aient tous deux un intérêt dans l'héritage d'Isabelle. Et maintenant que vous êtes apparus, vous pouvez être sûr qu'ils essaieront de vous discréditer également. » Romain sentit la gravité de la situation peser sur lui. Il était entré dans ce relais par hasard. Il avait aidé une enfant par instinct, mais maintenant il était au milieu de quelque chose de bien plus grand. Et il savait, au fond de son cœur, qu'il ne pouvait pas simplement partir. Il ne pouvait pas abandonner Isabelle. Pas après tout ça. « Florence, je ne veux pas de son héritage. Le foyer n'en a pas besoin non plus. Ce que je veux, c'est m'assurer que cette petite est en sécurité et heureuse. Que dois-je faire ?» Florence posa sa main sur la sienne, dans un geste de solidarité. « Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à être présent. Nous allons devoir nous battre, Romain, parce que Jeanne et Maurice n'abandonneront pas facilement. Ils essaieront tout pour récupérer la garde d'Isabelle. Et nous devons être préparés. » Romain acquiesça. Il ne savait pas exactement dans quoi il s'embarquait, mais une chose était sûre. Il n'allait pas laisser cette fillette seule. Pas encore une fois. Plus jamais. Les semaines suivantes apportèrent une routine que Romain n'aurait jamais imaginée. Lui qui vivait plongé dans les tableurs, les réunions de direction et les voyages d'affaires, se retrouvait maintenant à se lever tôt pour visiter un foyer à Lyon apportant des livres d'histoire, du matériel de dessin et toujours un sourire pour Isabelle. La fillette s'épanouissait. C'était visible. Ses cheveux, maintenant propres et coiffés, brillaient au soleil. Ses joues, autrefois creuses, commençaient à prendre des couleurs. Et le plus important, elle commençait à rire. Un rire encore timide, presque incrédule, comme si elle-même ne reconnaissait pas ce son sortant de sa bouche. Romain se surprenait à penser à elle pendant les réunions virtuelles avec son équipe à Paris. Il pensait à la façon dont elle avait tenu sa main lors de sa dernière visite, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il arrivait, à la façon dont elle avait commencé à l'appeler « tonton Romain ». Cela touchait quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enterré il y a longtemps, quand il était encore un garçon et s'était promis de ne plus jamais s'attacher à personne. Mais Isabelle était en train de briser toutes ses défenses, et il ne savait pas si cela l'effrayait ou le guérissait. Ce fut par un après-midi pluvieux de novembre que tout commença à s'effondrer. Romain était au foyer aidant Isabelle avec ses devoirs de mathématiques quand Florence entra dans la salle de vie avec une expression tendue. Elle lui fit signe de la suivre jusqu'au bureau. Romain sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Florence ferma la porte derrière eux et soupira profondément avant d'allumer l'ordinateur. Sur l'écran apparut la page d'accueil d'un portail d'information locale. Le titre fit glacer le sang de Romain. Un homme d'affaires accusé d'avoir enlevé une enfant pour mettre la main sur un héritage millionnaire. Un foyer d'accueil fait l'objet d'une enquête pour pratiques irrégulières. Romain sentit ses jambes flageoler. Il lut l'article rapidement.
C'était une distorsion complète, des faits. Selon le reportage, il avait profité d'une situation dans un relais pour éloigner une enfant de sa tutrice légale, dans le but de la garder dans le foyer qu'il administrait pour avoir accès à son héritage. Jeanne était dépeinte comme une mère aimante et désespérée qui avait été injustement séparée de sa pupille. Il y avait même une photo d'elle en larmes, tenant une photo d'Isabelle. C'est un mensonge. Tout ça, c'est un mensonge. Je sais, Romain, mais ils ont de l'influence. Maurice André a des contacts dans les médias. C'est lui qui est derrière tout ça. Et ça ne s'arrête pas là. Florence ouvrit un autre onglet du navigateur. Les réseaux sociaux étaient en ébullition. Il y avait de faux profils propageant l'histoire, des commentaires enflammés accusant Romain d'être un manipulateur, exigeant qu'Isabelle soit rendue à Jeanne. Il y avait même une pétition en ligne demandant l'intervention du procureur de la République. Romain se passa la main sur le visage, sentant le poids de tout cela. Comment allons-nous combattre ça? Florence respira profondément. Avec la vérité, nous avons la vidéo de la caméra de surveillance du relais. Nous avons les dépositions des employés et des clients. Nous avons les rapports médicaux d'Isabelle montrant la négligence. Mais Romain, ça va être une bataille. Ils ont de l'argent, les médias, des avocats chers. Nous devons être préparés au pire. Romain acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Isabelle, à comment la protéger de tout cela. Elle ne devait pas savoir. Pas encore. Elle commençait à peine à se sentir en sécurité, à faire confiance. Si elle découvrait toute cette confusion autour d'elle, elle se refermerait. Et il n'allait pas permettre ça. Les jours suivants, la pression augmenta. Des journalistes commencèrent à se présenter à la porte du foyer, essayant d'interviewer les employés et même les enfants. La mairie envoya des inspecteurs pour une visite surprise, invoquant des dénonciations anonymes d'irrégularités. Romain savait que tout était orchestré par Maurice. L'homme d'affaires utilisait toute son influence pour déstabiliser le foyer, créer une image négative et forcer une décision judiciaire favorable à Jeanne. Florence et l'équipe juridique travaillaient sans relâche. Ils obtinrent une ordonnance du tribunal pour interdire à la presse de s'approcher des enfants. Ils renforcèrent la sécurité du foyer. Et, plus important encore, ils commencèrent à rassembler des preuves. C'est alors que Lucas, le jeune employé du relais qui avait témoigné en faveur d'Isabelle, se présenta au foyer avec une expression urgente. « Je dois parler à Monsieur Dubois. C'est important. » Lucas fut conduit à la salle de réunion. Il était nerveux, en sueur, regardant constamment autour de lui comme s'il avait peur d'être suivi. Il s'assit et sortit une clé USB de sa poche. « Je travaillais au relais depuis 2 ans. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la façon dont Madame Jeanne traitait cette petite, mais personne ne faisait rien. Tout le monde avait peur de perdre son emploi. Après que vous ayez porté l'affaire devant les services sociaux, j'ai été licencié. Ils ont dit que j'avais trop parlé. Mais avant de partir, j'ai réussi à faire une copie des enregistrements de la caméra de surveillance. L'original a été effacé par l'entreprise, mais j'ai la copie ici. » Romain sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez l'enregistrement du jour où j'ai trouvé Isabelle. » Lucas acquiesça. « Je l'ai. Et pas seulement de ce jour-là. J'ai des enregistrements d'autres jours aussi. Des jours où Madame Jeanne maltraitait la petite quand elle pensait que personne ne regardait. Des jours où Monsieur Maurice venait et lui parlait en privé. Il planifiait tout depuis longtemps. C'était de l'or. C'était la preuve dont ils avaient besoin. » Florence contacta immédiatement l'équipe juridique. La clé USB fut scellée et envoyée pour une expertise technique, afin de garantir l'authenticité du matériel. Pendant ce temps, Romain remercia Lucas, lui offrant de l'aide pour trouver un nouvel emploi. Le jeune homme accepta, soulagé, disant qu'il avait fait ce qu'il fallait. Mais Maurice et Jeanne n'étaient pas inactifs. Si Romain avait des preuves, ils avaient d'autres armes. Ce fut un matin de décembre, alors que la chaleur commençait déjà à se faire sentir à Lyon, qu'une femme se présenta au foyer en se présentant comme Claude Sentier, une éducatrice temporaire envoyée par la mairie pour aider avec l'augmentation de la demande pendant les fêtes de fin d'année. Elle avait tous les documents nécessaires, des références impeccables et une sympathie contagieuse. Florence, surchargée de travail, accepta son aide sans se méfier. Claude était une femme dans la trentaine, mince, avec de longs cheveux blonds et un sourire toujours prêt.
Elle s'intégra rapidement à la routine du foyer, aidant avec les repas, organisant des activités et, surtout, se rapprochant des enfants et d'Isabelle. La fillette, qui était encore réservée avec la plupart des adultes, sembla apprécier Claude. La femme était attentionnée, patiente, complimentant toujours les dessins d'Isabelle, écoutant toujours ses histoires avec un intérêt sincère. Romain, qui visitait le foyer quotidiennement, remarqua ce rapprochement, mais ne vit aucune raison de s'inquiéter. Après tout, Isabelle avait besoin de socialiser, de créer des liens avec d'autres personnes que lui. Ce que Romain ne savait pas, c'est que Claude avait une mission. Elle avait été engagée par Maurice pour infiltrer le foyer et semer le doute dans l'esprit d'Isabelle. Et elle était douée pour ça. Tout commença par de petites conversations. Claude posait des questions sur la vie d'Isabelle avant le foyer, sur ce dont elle se souvenait de son père, sur Jeanne. Et quand Isabelle mentionnait qu'elle n'aimait pas Jeanne, qu'elle avait peur d'elle, Claude commençait délicatement à planter une autre version des faits. « Tu sais, Isabelle, parfois les adultes font des choses qui semblent méchantes, mais c'est parce qu'ils s'inquiètent. Peut-être que tante Jeanne essayait juste de te protéger à sa manière. Parfois les gens sont durs parce que la vie a été dure avec eux. Qu'aussi. » Isabelle fronçait les sourcils, confuse. « Mais elle me faisait mal. Elle me criait dessus. » Claude soupirait avec une expression triste. « Je sais, ma chérie. Et ce n'était pas bien. Mais tu sais, parfois, les gens regrettent. Parfois, ils veulent une seconde chance. N'aimerais-tu pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal si cette personne regrettait vraiment ?» Isabelle ne savait pas quoi répondre. Ces conversations la laissaient perplexe. Elle aimait bien Claude, elle lui faisait confiance. Mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas juste. Pourtant, elle n'en parlait à personne. Pas à Florence, pas à tonton Romain. Elle avait peur que si elle en parlait, Claude s'en aille. Et elle aimait avoir quelqu'un qui l'écoutait. C'est alors que les choses s'envenimèrent. Un après-midi, alors que les autres enfants jouaient dans la cour et qu'Isabelle était seule dans la bibliothèque du foyer, Claude apparut avec une enveloppe. « Isabelle, je dois te montrer quelque chose. Mais c'est notre secret, d'accord? Tu ne dois le dire à personne pour l'instant. » La fillette acquiesça, curieuse. Claude ouvrit l'enveloppe et en sortit une photo. C'était une vieille image, un peu délavée, d'un homme souriant à côté d'une femme. Isabelle reconnut immédiatement l'homme. C'était son père. « C'est mon papa. » Claude sourit. « Oui. Et voici ta maman. Elle t'aime beaucoup, Isabelle. Tu lui manques énormément. Elle m'a demandé de te donner cette photo et de te dire qu'elle ne t'a jamais oublié, qu'elle veut vraiment te revoir. » Isabelle prit la photo avec des mains tremblantes. Elle ne se souvenait pas de sa mère. Elle n'avait que des souvenirs vagues, fragmentés. L'histoire qu'elle connaissait, racontée par son père avant son décès, était que sa mère était partie quand elle était très petite. Mais maintenant, en regardant cette photo, Isabelle sentit quelque chose bouger en elle. Un espoir, une douleur, une confusion si grande que ses yeux se remplirent de larmes. « Elle veut me voir ?» Claude serra Isabelle dans ses bras, la pressant fort contre elle. « Oui, ma chérie, mais il y a des gens qui empêchent ça. Des gens qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. C'est pour ça que c'est un secret. Tu dois être forte, d'accord? Et quand le moment viendra, tu pourras choisir de rester avec ceux qui t'aiment vraiment. » Ces mots résonnèrent dans la tête d'Isabelle. Elle garda la photo dans sa poche et n'en parla à personne. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle devint plus silencieuse, plus distante. Romain le remarqua. Pendant ses visites, il lui demandait si tout allait bien, et Isabelle répondait simplement que oui. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ce fut Florence qui finit par se rendre compte que quelque chose n'allait pas avec Claude. Elle commença à se méfier en surprenant la femme seule avec Isabelle à des moments étranges, toujours dans des conversations chuchotées qui cessaient dès que quelqu'un s'approchait. Elle décida d'enquêter. Elle appela la mairie et découvrit qu'aucune éducatrice temporaire nommée Claude Sentier n'avait jamais été envoyée. Les documents étaient faux. Tout était faux. Florence confronta Claude devant Romain et 2 agents de sécurité. La femme, acculée, tenta de nier, mais face aux enregistrements des caméras de surveillance du foyer, montrant ses interactions isolées avec Isabelle, il n'y eut plus moyen de se cacher. Claude finit par admettre. Elle avait été engagée par Maurice. Sa mission était de manipuler émotionnellement Isabelle.
de faire douter la fillette des personnes qui l'entouraient, de planter l'idée que Jeanne n'était pas si méchante et qu'une mère aimante l'attendait. Romain sentit une rage si profonde qu'il dut s'éloigner pour ne pas exploser. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel? Comment quelqu'un pouvait-il manipuler un enfant de cette manière? Claude fut expulsé du foyer et une plainte fut déposée. Mais le mal était fait. Isabelle fut retrouvée ce soir-là dans sa chambre, assise sur son lit, serrant son oreiller, avec la photo que Claude lui avait donnée dans les mains. Elle pleurait en silence, des larmes qui brisaient le cœur. Florence appela immédiatement Romain. Quand il entra dans la chambre et vit Isabelle dans cet état, il sentit sa poitrine se serrer. « Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé, ma puce ?» La fillette leva son visage baigné de larmes et lui montra la photo. « Elle a dit que ma maman m'aime, qu'elle veut me voir. Mais Claude a menti, n'est-ce pas? Elle a menti surtout. » Romain s'assit sur le lit à côté d'elle et, avec précaution, prit la photo. Il regarda l'image. Il reconnut l'homme comme étant probablement le père d'Isabelle. Mais la femme à côté de lui n'était pas celle que Claude avait prétendue. Romain connaissait cette ruse, de la pure manipulation. « Isabelle, je ne sais pas qui est cette femme sur la photo. C'est peut-être ta mère, peut-être pas. Mais je sais une chose. Peu importe qui t'aime ou ne t'aime pas dehors. Ce qui compte, c'est qu'ici, maintenant, tu es en sécurité. Tu as des gens qui tiennent à toi pour de vrai, qui ne veulent pas t'utiliser, qui veulent seulement te voir heureuse. Tu comprends ça? » Isabelle sanglota, mais hocha la tête. « Tonton Romain, j'ai peur. Peur qu'il me reprenne. Peur que tout ça s'arrête. » Romain attira la fillette dans ses bras. Il sentit son petit corps trembler contre le sien et jura à cet instant même qu'il ferait tout pour la protéger. « Je ne laisserai personne t'emmener, Isabelle. Je te le promets. Quoi qu'il arrive, je me battrai pour toi. Tu n'es pas seule. Tu ne seras plus jamais seule. » Ils restèrent ainsi un long moment. Romain tenant Isabelle, elle le tenant. Et à ce moment-là, quelque chose se solidifia entre eux. Ce n'était pas seulement de la protection, ce n'était pas seulement de la responsabilité, c'était quelque chose de plus profond. C'était une famille. Les jours suivants, Romain redoubla d'efforts. Il engagea les meilleurs avocats qu'il put trouver. Il se réunit avec l'équipe juridique du foyer et élabora une stratégie solide. Les enregistrements de Lucas furent authentifiés et confirmés comme légitimes. Les rapports médicaux d'Isabelle furent révisés et complétés. Des témoignages furent recueillis. Tout était préparé pour l'audience judiciaire qui approchait. Mais Maurice se préparait aussi. Il engagea des avocats influents, des gens avec des relations politiques, des gens qui savaient jouer le jeu. Les médias restaient partagés. Il y avait ceux qui soutenaient Romain, qui voyaient en lui un héros qui avait sauvé un enfant. Mais il y avait aussi ceux qui croyaient à la version de Jeanne, qui le voyaient comme un opportuniste. Les réseaux sociaux étaient un champ de bataille. Et au milieu de tout cela, Isabelle essayait juste d'être une enfant. Elle retourna à l'école au sein du foyer, participa aux activités de Noël, se lia d'amitié avec d'autres enfants. Mais chaque fois que Romain venait lui rendre visite, elle courait vers lui et s'accrochait comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Et Romain était toujours là, toujours présent, toujours solide. Un soir, quelques jours avant l'audience, Romain était dans le bureau du foyer à réviser des documents quand Florence entra avec une expression grave. « Il faut qu'on parle. » Il la regarda fatiguée. « Encore des problèmes ?» Florence s'assit en face de lui. « Pas exactement. Mais je dois te poser une question, Romain. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux protéger Isabelle ou tu veux l'adopter ?» La question prit Romain par surprise. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne sortirent pas. Florence continua. « Parce que c'est une chose de se battre pour sa garde provisoire, de s'assurer qu'elle reste au foyer jusqu'à ce que tout soit réglé. C'en est une autre de s'engager à être son père, pour toujours. Et tu dois être sûr de ce que tu veux avant d'entrer dans ce tribunal, parce qu'Isabelle s'est déjà attachée à toi. Si tu pars après, ça la détruira. » Romain sentit le poids de ces mots. Y avait-il pensé? Avait-il vraiment envisagé ce que signifierait adopter Isabelle? Être père? Lui qui avait passé sa vie à éviter les engagements émotionnels, qui avait construit des murs autour de son cœur, était maintenant confronté à la possibilité de tous les abattre.
Je ne sais pas, Florence. Je sais juste que je ne peux plus imaginer ma vie sans elle maintenant. Je sais que ça semble fou, ça ne fait que quelques semaines, mais c'est comme si elle avait toujours fait partie de moi, comme si je l'avais attendue toute ma vie sans le savoir. Florence sourit, les larmes aux yeux. Alors tu connais déjà la réponse, Romain. Tu as juste besoin du courage de l'admettre. Cette nuit-là, Romain ne put dormir. Il resta à regarder le plafond de sa chambre d'hôtel, pensant à tout ce qui s'était passé, pensant à Isabelle, pensant à lui-même. Et il réalisa que Florence avait raison. Il connaissait déjà la réponse. Il l'avait toujours su, depuis le moment où il avait vu cette fillette recroquevillée sur le sol des toilettes, pleurant, effrayée. Il le savait. Il allait la protéger. Il allait l'aimer. Il allait être le père qu'elle méritait. Et aucun riche homme d'affaires, aucune fausse tutrice, aucune campagne de diffamation n'allait changer cela. Le mois de janvier arriva, apportant la chaleur intense typique de Lyon et une tension qui semblait peser dans l'air. L'audience était fixée à la 2e semaine du mois, et Romain vivait chaque jour comme une éternité. Il avait pris une décision qui changerait sa vie à jamais, et il devait maintenant s'assurer que tout se passerait bien. Il ne s'agissait pas seulement de gagner une bataille judiciaire, il s'agissait de protéger Isabelle. Il s'agissait de devenir la famille qu'elle méritait. L'équipe d'avocats travaillait sans relâche. Maître Marianne Camus, une avocate spécialisée en droit de l'enfant et de l'adolescent, avait pris l'affaire en main personnellement. C'était une femme d'une 40aine d'années, les cheveux sombres attachés en un chignon élégant, des yeux qui transmettaient à la fois détermination et empathie. Lors de sa première réunion avec Romain, elle fut directe. « Romain, soyons honnêtes. Ce cas est complexe. Nous avons des éléments en notre faveur, mais l'autre partie a de l'influence et des ressources. Maurice André est un homme d'affaires puissant, avec des relations politiques. Jeanne, malgré tout, est toujours légalement la tutrice d'Isabelle. Nous devrons prouver non seulement qu'il y a eu négligence et abus, mais aussi que vous êtes la meilleure option pour la garde de cet enfant. Êtes-vous prêt pour cela ?» Romain n'hésita pas. « Je le suis. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Marianne sourit, satisfaite de la réponse. « Alors, au travail. D'abord, nous devons organiser toutes les preuves que nous avons. Les enregistrements que Lucas a apportés sont notre pièce maîtresse. Ils montrent clairement les abus. Mais nous avons aussi besoin des rapports médicaux à jour d'Isabelle, montrant sa récupération depuis son arrivée au foyer. Nous avons besoin de témoignages de personnes qui la côtoient quotidiennement, et nous avons besoin de vous, Romain. Vous devrez monter à cette barre et dire, avec vos propres mots, pourquoi vous voulez la garde d'Isabelle. Et vous devrez convaincre la juge que cela n'a rien à voir avec l'argent ou l'héritage. » Romain déglutit. Parler de ses sentiments n'avait jamais été son fort, mais pour Isabelle, il ferait n'importe quoi. Les jours suivants, le foyer devint un centre de préparation. Marianne et son équipe interrogèrent tous les employés, recueillirent des rapports détaillés sur les progrès d'Isabelle, photographièrent les installations et documentèrent chaque aspect des soins que la fillette recevait. Florence fut infatigable, fournissant chaque information nécessaire, chaque détail qui pourrait aider. Isabelle, de son côté, était également préparée, mais de manière délicate. Marianne lui expliqua qu'elle devrait peut-être parler à la juge, répondre à quelques questions sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle voulait. L'idée effraya la fillette au début, mais Romain lui tint la main et promit qu'il serait avec elle tout le temps. « Tu n'as pas à avoir peur, ma belle. Tu as juste besoin de dire la vérité, de dire comment tu te sens ici, au foyer, si tu es heureuse, si tu te sens en sécurité. » Isabelle le regarda dans les yeux, et Romain y vit une maturité qui ne devrait pas exister chez une enfant de 7 ans. Elle avait tant souffert, tant vécu, qu'elle semblait plus âgée qu'elle ne l'était vraiment. « Je me sens en sécurité avec toi, tonton Romain. Seulement avec toi. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Romain pendant des jours. La responsabilité de tout cela était énorme. Il était en train de changer la vie de cet enfant, et la sienne aussi. Pendant ce temps, de l'autre côté, Maurice et Jeanne se préparaient également. Ils engagèrent un cabinet d'avocats connu pour ses tactiques agressives. L'avocat principal était un homme nommé Maître Raymond Léal, célèbre pour gagner des cas impossibles en utilisant des failles juridiques et des stratégies douteuses. Il avait la réputation de ne pas se soucier de la vérité, seulement de la victoire.
Leur stratégie était simple, discréditer Romain et le foyer, les dépeindre comme des opportunistes qui gardaient Isabelle en otage à cause de l'héritage, et présenter Jeanne comme une victime des circonstances, une femme qui avait commis des erreurs, mais qui se souciait sincèrement de l'enfant. Maurice resterait en coulisses, utilisant son influence pour faire pression sur quiconque serait nécessaire. Ils commencèrent à répandre d'autres rumeurs. Des histoires inventées sur le foyer firent leur apparition, affirmant que des enfants y étaient maltraités, qu'il y avait des irrégularités financières, que Romain était un philanthrope de façade qui utilisait le foyer pour du blanchiment d'argent. Rien de tout cela n'était vrai, mais le mal était fait. Et à l'ère des réseaux sociaux, la vérité importait souvent moins que le récit le plus convaincant. Marianne et son équipe travaillèrent pour combattre chaque mensonge avec des faits. Ils publièrent les rapports d'audit du foyer, montrant une transparence financière totale. Ils obtinrent des déclarations d'autres familles qui avaient adopté des enfants du foyer Sainte-Claire, toutes faisant l'éloge du travail de Romain et Florence. Mais c'était une bataille ardue. Pour chaque mensonge démenti, deux nouveaux apparaissaient. C'est au milieu de ce chaos que Romain reçut un appel inattendu. C'était d'un homme qui s'identifia comme Antoine Martin, un ancien collègue de travail du père d'Isabelle. « Monsieur Dubois, je m'appelle Antoine. Je travaillais avec Jean, le père de la petite Isabelle. J'ai appris la situation par les médias et je dois vous parler. J'ai des informations qui pourraient aider. » Romain organisa une rencontre immédiatement. Antoine était un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants, d'apparence simple mais honnête. Ils se retrouvèrent dans un café discret du centre de Lyon. Antoine commanda un café et alla droit au but. Jean était mon ami, monsieur Dubois. Un homme bon, travailleur. Quand il est décédé dans cet accident, ce fut une tragédie. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'avant de mourir, Jean s'inquiétait pour Isabelle. Il avait découvert que la tutrice qu'il avait désignée pour sa fille, au cas où il lui arriverait quelque chose, subissait des pressions de la part de Maurice André. Jean me l'a raconté quelques jours avant l'accident. Il a dit qu'il allait changer son testament, s'assurer qu'Isabelle serait protégée, que l'argent ne serait utilisé que pour son bien. Mais il n'a pas eu le temps. Romain sentit son cœur s'accélérer. « Vous avez des preuves de cela? Quelque chose qui pourrait être utilisé au tribunal ?» Antoine sortit de sa poche une enveloppe jaunie. « Je l'ai. Jean m'a écrit une lettre consignant ses inquiétudes. Il m'a demandé de la garder au cas où il lui arriverait quelque chose. Je pensais que c'était de la paranoïa à l'époque, mais maintenant je vois qu'il avait raison de s'inquiéter. Cette lettre prouve que Jean ne faisait pas confiance à Maurice, qu'il savait que l'homme d'affaires lorgnait sur l'héritage d'Isabelle. Romain prit la lettre avec des mains tremblantes. Elle était manuscrite avec l'écriture de quelqu'un qui était clairement inquiet. Jean décrivait ses soupçons sur Maurice, sur la façon dont l'homme d'affaires avait commencé à fréquenter le relais où travaillait Jeanne, sur des conversations étranges qu'il avait entendues. C'était une preuve circonstancielle, mais puissante. « Antoine, êtes-vous prêt à témoigner au tribunal? À remettre cette lettre comme preuve ?» Antoine acquiesça fermement. « Je le suis. Jean était mon ami. Et je lui ai promis que je prendrais soin d'Isabelle s'il lui arrivait quelque chose. Je n'ai pas pu le faire directement, mais je peux le faire maintenant, en vous aidant à la protéger. » Ce fut un tournant décisif. Marianne fut ravie quand Romain lui montra la lettre. C'était exactement le type de preuve dont ils avaient besoin pour prouver que Maurice avait des motivations douteuses depuis le début, que tout cela n'était pas seulement un litige de garde ordinaire, mais une tentative de contrôler l'héritage d'Isabelle. Les jours passaient vite. La tension au foyer était palpable. Les enfants sentaient que quelque chose d'important se passait, même sans tout comprendre. Isabelle était plus attachée à Romain que jamais. Elle faisait des cauchemars fréquents, se réveillait au milieu de la nuit en pleurant, l'appelant. Romain se mit à dormir au foyer dans une chambre d'amis pour être proche si elle avait besoin de lui. Une nuit, 3 jours avant l'audience, Isabelle apparut à la porte de sa chambre. Elle était en pyjama, tenant sa couverture comme un bouclier. Romain était réveillé, révisant des documents, mais il laissa tout tomber en la voyant. « Ma belle, qu'y a-t-il? Encore un cauchemar ?» Elle hocha la tête et entra dans la chambre, s'asseyant sur le bord du lit. « Tonton Romain, j'ai peur. Peur qu'on m'emmène loin de toi. » Romain s'assit à côté d'elle et passa son bras autour de ses petites épaules. « Je sais que tu as peur, mais je t'ai promis que je me battrai pour toi.
et je tiendrai cette promesse. » Isabelle le regarda avec ses grands yeux tristes. « Mais si la juge ne te croit pas, et si elle dit que je dois retourner avec tante Jeanne ?» Romain sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas promettre que cela n'arriverait pas, il ne pouvait pas lui mentir, mais il pouvait lui donner de l'espoir. « Ma belle, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je montrerai la vérité à la juge. Je montrerai que tu vas mieux ici, que tu es heureuse, qu'on prend soin de toi. Et je montrerai que je t'aime. Parce que je t'aime, Isabelle. Comme si tu étais ma fille. » C'était la première fois qu'il le disait à voix haute. Et en le disant, il réalisa à quel point c'était vrai. Il aimait cette fillette. Il l'aimait avec une intensité qu'il ne se savait pas capable de ressentir. Isabelle se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement, de joie, d'avoir enfin trouvé ce qu'elle avait toujours cherché. Elle se jeta dans les bras de Romain et le serra fort. « Je t'aime aussi, tonton Romain. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, pleurant tous les deux, se guérissant tous les deux. Et Romain sut à ce moment-là que peu importe ce qui se passerait au tribunal, il ne laisserait plus jamais cette fillette seule. Le matin de l'audience, Romain se leva tôt. Il enfila son plus beau costume, se rasa avec soin, essaya de paraître confiant malgré son estomac noué par la nervosité. Isabelle fut également préparée. Florence lui choisit une robe simple mais jolie, coiffa ses cheveux avec soin et lui dit des mots d'encouragement. « Tu es une fille très courageuse, ma belle, et quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi que tu es aimée. Nous t'aimons tous ici. Et tonton Romain surtout t'aime énormément. » Isabelle hocha simplement la tête, mais ses yeux montraient de la peur qu'elle ressentait. Le palais de justice était bondé. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, la transformant en spectacle. Il y avait des caméras à la porte, des journalistes essayant d'obtenir des déclarations, des curieux voulant assister au procès. Marianne et son équipe étaient déjà là, organisant les documents, révisant la stratégie. De l'autre côté, Maître Raymond et son équipe faisaient de même. Jeanne était là, habillée simplement avec une expression de fausse humilité. Maurice était au fond de la salle, discret mais présent, comme un chef d'orchestre observant son orchestre. La juge entra dans la salle. C'était une femme d'âge mûr, les cheveux courts, des lunettes et une expression sérieuse. Madame la juge Hélène Ribaud avait la réputation d'être juste mais rigoureuse. Elle ne se laissait pas influencer par les pressions extérieures et mettait toujours le bien-être de l'enfant au premier plan. Romain espérait que cette réputation était vraie. L'audience commença. Maître Raymond fut le premier à parler, présentant la version de Jeanne. Il la dépeignit comme une femme dévouée qui avait commis des erreurs, oui, mais qui était repentante et voulait une seconde chance. Il affirma que Romain avait profité d'un moment de faiblesse pour éloigner Isabelle de sa tutrice légale, mue par des intérêts financiers. Il présenta des témoins qui parlèrent tant bien de Jeanne, affirmant qu'elle était une personne travailleuse et honnête. Puis ce fut le tour de Marianne. Elle commença par présenter les enregistrements de sécurité que Lucas avait fournis. Le silence dans la salle fut absolu lorsque la vidéo fut projetée. Elle montrait clairement Jeanne maltraitant Isabelle, la saisissant violemment, lui criant dessus. Il n'y avait aucun moyen de le nier. C'était la preuve irréfutable de l'abus. Ensuite, Marianne présenta les rapports médicaux. Elle montra l'état d'Isabelle à son arrivée au foyer, dénutrie, avec des signes de négligence sévères, et le compara avec les rapports récents, montrant sa récupération. Elle présenta les témoignages de Florence, d'autres employés du foyer, de professeurs, tous parlant de la transformation d'Isabelle depuis qu'elle était correctement prise en charge. Puis ce fut le tour d'Antoine. Il monta à la barre avec la lettre de Jean et raconta tout. Il parla des inquiétudes de son ami, de Maurice, de l'héritage. Maître Raymond tenta de discréditer le témoignage, affirmant que ce n'était que de la spéculation, mais la lettre était authentique, et Antoine fut convaincant dans ses paroles. Enfin, ce fut le tour de Romain. Il monta à la barre, les jambes tremblantes, mais en regardant Isabelle, assise à côté de Florence, il vit de l'encouragement dans ses yeux. Il respira profondément et commença à parler. « Madame la juge, je ne suis pas un homme parfait. J'ai commis des erreurs dans ma vie. Mais quand j'ai vu Isabelle dans ce relais, recroquevillée, effrayée, maltraitée, quelque chose s'est réveillé en moi. Ce n'était pas un calcul.
Ce n'était pas de l'intérêt, c'était de l'instinct, c'était de l'humanité. Je ne savais pas qui elle était. Je ne savais rien de l'héritage. Je savais seulement qu'un enfant souffrait et que je pouvais aider. Et depuis, chaque jour que je passe avec elle, chaque sourire qu'elle m'offre, chaque fois qu'elle m'appelle tonton, mon cœur se remplit de quelque chose que je ne me savais même pas capable de ressentir. Je l'aime, Madame la juge. J'aime cette fillette comme si elle était ma fille. Et si vous m'en donnez la chance, je promets que je consacrerai le reste de ma vie à m'assurer qu'elle soit heureuse, qu'elle soit protégée, qu'elle grandisse en sachant qu'elle est aimée. Pas pour l'argent, pas pour l'héritage, mais pour elle. Juste pour elle. Il y a eu un silence dans la salle quand Romain eut fini de parler. Des larmes coulaient sur son visage et il n'essaya même pas de les cacher. Il avait ouvert son cœur, exposé son âme. Il ne restait plus qu'à attendre. La juge demanda à parler à Isabelle en privé. L'estomac de Romain se noua, mais il fit confiance. Isabelle entra dans le bureau de la juge avec Florence à ses côtés. Elles y restèrent 20 minutes qui parurent une éternité. Quand elles sortirent, Isabelle était calme et Florence souriait discrètement. La juge retourna dans la salle et demanda une suspension de séance pour analyser toutes les preuves avant de rendre son verdict. Romain attendit cette heure comme s'il s'agissait d'une vie entière. Le silence dans la salle d'audience était assourdissant. Romain était assis à côté de Marianne, les mains jointes sur la table, essayant de contrôler les tremblements qui parcouraient son corps. Isabelle était avec Florence quelques rangées derrière, et même sans la regarder directement, il pouvait sentir les yeux de la fillette fixés sur lui, pleins d'espoir et de peur. De l'autre côté, Jeanne maintenait une expression étudiée de regret, tandis que Maurice restait discret au fond, comme toujours, préférant l'ombre à la lumière. La juge Hélène Ribaud entra dans la salle avec un épais dossier sous le bras. Son visage ne révélait rien, conservant cette expression professionnelle que les juges apprennent à cultiver au fil des ans. Elle s'assit, ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier devant elle. Le temps sembla s'arrêter. Chaque seconde était une éternité. Bien, après avoir analysé minutieusement toutes les preuves présentées, entendu les témoignages et conversé personnellement avec la mineure impliquée dans cette affaire, je suis parvenu à une décision. Romain sentit son cœur s'emballer. Ses ongles s'enfonçaient dans la paume de ses mains. Tout ce pourquoi il s'était battu, tout ce qu'il avait espéré était sur le point d'être décidé à cet instant. Les enregistrements présentés par la défense sont clairs et irréfutables. Ils montrent des abus physiques et psychologiques de la part de la tutrice Jeanne Santos envers la mineure Isabelle. Les rapports médicaux corroborent ces faits avec des signes évidents de négligence sévère, de dénutrition et d'abandon. Le témoignage de M. Antoine Martin, accompagné de la lettre manuscrite du défunt père de la mineure, éclaire des motivations douteuses impliquant l'homme d'affaires Maurice André et sa relation avec la tutrice. La juge fit une pause, feuilleta quelques papiers et poursuivit, sa voix ferme résonnant dans la salle. De plus, les rapports du foyer Sainte-Claire démontrent sans équivoque la récupération physique et émotionnelle d'Isabelle depuis qu'elle a été accueillie dans l'institution. La mineure présente un gain de poids adéquat, une participation aux activités scolaires et sociales et, plus important encore, a démontré lors de notre conversation privée un lien affectif fort et sain avec M. Romain Dubois. Elle a exprimé avec ses propres mots qu'elle se sent en sécurité, aimée et heureuse en sa présence. Romain sentit les larmes lui brûler les yeux, mais il ne les laissa pas couler. Pas encore, pas avant d'être certain. Par conséquent, j'ordonne la révocation immédiate de la tutelle de Jeanne Santos sur la mineure Isabelle. J'ordonne également l'ouverture d'une enquête pénale contre Madame Jeanne Santos pour abus et négligence sur mineur, et contre l'homme d'affaires Maurice André pour tentative de manipulation de mineurs et possible fraude liée à l'héritage de l'enfant. La garde provisoire d'Isabelle est maintenue au foyer Sainte-Claire sous la responsabilité de M. Romain Dubois, jusqu'à ce que les procédures d'adoption puissent être entamées et menées à bien. Le coup de marteau de la juge résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. C'était décidé. Romain avait gagné. Isabelle était en sécurité. La salle explosa en murmures. Jeanne se leva en hurlant, protestant, mais fut rapidement maîtrisée par les agents de sécurité.
Maurice sortit discrètement par la porte du fond, son visage un masque de colère contenue. Maître Raymond ramassa ses papiers avec une expression amère, vaincue. Romain avait du mal à réaliser ce qui se passait. Marianne le serra dans ses bras, souriant avec les larmes aux yeux. Florence accourut avec Isabelle, qui se jeta dans les bras de Romain, avec une telle force qu'elle faillit le faire tomber. Il la prit dans ses bras, la serrant de toutes ses forces, sentant son petit corps trembler d'émotion. « On a gagné, ma belle, on a gagné. » Isabelle pleurait, mais c'étaient des larmes de bonheur. Elle enfouit son visage dans le cou de Romain et murmura des mots qu'il garderait à jamais dans son cœur. « Je savais que tu allais me sauver, je l'ai toujours su. » Ils sortirent du palais de justice sous les flashs des appareils photos, mais Romain s'en fichait. Il ne pensait qu'à Isabelle, à la façon dont ils pouvaient enfin commencer à construire une vie ensemble, sans peur, sans menace. Ce soir-là, il y eut une petite fête au foyer. Les enfants avaient fait des pancartes de bienvenue pour Isabelle, comme si elle rentrait à la maison après un long voyage. Et d'une certaine manière, c'était exactement ça. Les mois suivants furent une période de transformation. Romain entama officiellement la procédure d'adoption avec le soutien total de l'équipe juridique et des services sociaux. Il décida de s'installer définitivement à Lyon, y transférant son entreprise, adaptant tout pour pouvoir être près d'Isabelle chaque jour. Il loua une maison confortable dans le quartier de Montchat, près du foyer, et commença à la préparer pour le jour où l'adoption serait finalisée et où il pourrait y emmener Isabelle. Isabelle, quant à elle, s'épanouit d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Elle qui était silencieuse et renfermée commença à s'ouvrir. Elle se lia d'amitié profonde avec d'autres enfants du foyer. À l'école, ses notes s'améliorèrent considérablement. Elle découvrit l'amour de la lecture, passant des heures dans la bibliothèque du foyer à dévorer des livres d'aventure et de fantaisie. Elle se découvrit également un talent pour la peinture, créant des tableaux colorés qui décoraient les murs de sa chambre. Mais le plus important, c'était son sourire. Isabelle souriait maintenant, un sourire vrai, qui illuminait tout son visage et faisait briller ses yeux. Et chaque fois que Romain voyait ce sourire, il sentait que toute la souffrance, toute la lutte en avait valu la peine. Pendant ce temps, les conséquences pour Maurice et Jeanne furent sévères. L'enquête révéla un réseau de corruption et de manipulation qui allait bien au-delà du cas d'Isabelle. Maurice avait utilisé ses entreprises pour divers montages illégaux et la tentative de contrôler l'héritage d'Isabelle n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il perdit ses franchises, sa réputation et fut mis en examen pour de multiples crimes. Jeanne fut condamnée pour abus et négligence sur mineurs, ainsi que pour sa participation au complot de Maurice. Tous deux paieraient pour leurs actes. Les médias, autrefois partagés, se tournèrent désormais entièrement en faveur de Romain et Isabelle. Des reportages montraient la transformation de la fillette, le travail exemplaire du foyer Sainte-Claire et l'histoire d'amour d'un homme qui avait tout abandonné pour sauver un enfant. Romain n'aimait pas cette exposition, mais il comprenait qu'elle pouvait aider d'autres enfants dans des situations similaires. Il donnait donc des interviews, racontait son histoire, toujours avec Isabelle à ses côtés quand elle se sentait à l'aise. Ce fut lors d'une de ces interviews qu'Isabelle surprit tout le monde. La journaliste lui demanda comment elle se sentait maintenant, après tout ce qu'elle avait traversé. Isabelle, qui n'avait que 7 ans mais une sagesse bien au-delà de son âge, répondit avec une simplicité touchante. « Je me sens chez moi. Pour la première fois de ma vie, je me sens chez moi. » Romain dut sortir de la pièce quelques minutes après cela. L'émotion était trop forte. Lui qui avait passé tant de temps de sa vie à fuir les sentiments, à construire des murs autour de son cœur, était maintenant complètement vulnérable. Et c'était libérateur. Les mois passèrent et se transformèrent en saisons. L'été laissa place à l'automne, qui céda sa place à l'hiver doux de Lyon. Et finalement, par un jour pluvieux de juin, Romain reçut l'appel qui allait tout changer. L'adoption avait été approuvée. Isabelle était maintenant légalement sa fille. Isabelle Dubois. Le nom sonnait parfaitement. La cérémonie d'officialisation fut simple, mais chargée d'émotion. Elle eut lieu dans le même palais de justice où, des mois plus tôt, la bataille judiciaire avait été menée. Mais maintenant, il n'y avait plus de conflit. Il n'y avait que de l'amour.
La juge Hélène Ribaud, qui avait statué sur l'affaire, tint à présider personnellement la cérémonie d'adoption. Quand elle remit les documents officiels à Romain, elle avait les larmes aux yeux. « Félicitations, monsieur Dubois, et félicitations, Isabelle. Vous êtes maintenant officiellement une famille. » Romain signa les documents avec des mains tremblantes. Isabelle, à ses côtés, ne pouvait s'arrêter de sourire. Quand tout fut terminé, quand tous les papiers furent signés et tamponnés, ils se prirent dans les bras. Père et fille. Famille. Enfin. La fête eut lieu au foyer qui était devenu si spécial pour eux deux. Florence organisa une belle fête, avec une décoration colorée, un gâteau, des friandises et tous les enfants du foyer présents. Isabelle était radieuse, portant une nouvelle robe que Romain avait achetée spécialement pour l'occasion. Elle dansa, joua, rit, et à un moment donné, monta sur une petite estrade improvisée et chanta. C'était une chanson simple, une chanson pour enfants qu'on lui avait apprise à l'école. Mais la façon dont elle chanta, le cœur débordant de bonheur, émut tous les présents. Quand la chanson se termina et que les applaudissements retentirent, Isabelle descendit de l'estrade et se dirigea vers Romain. Elle tenait quelque chose dans ses mains. Une petite boîte en bois, soigneusement emballée. Romain reconnut immédiatement cette boîte. C'était la même qu'il avait laissée sur la table du relais, le jour où tout avait commencé. Il l'avait complètement oubliée dans la confusion de ce jour-là, mais quelqu'un avait dû la garder et la lui rendre. « Papa, je veux te donner ça. » C'était la première fois qu'Isabelle l'appelait papa. Le mot sortit naturellement, sans effort, et frappa Romain en plein cœur. Il prit la boîte avec des mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit tableau peint par Isabelle. Il montrait deux silhouettes se tenant la main, un homme, grand et une petite fille, devant une maison illuminée. Dans le ciel, des étoiles brillaient. Et en bas, écrit avec la calligraphie encore enfantine d'Isabelle, les mots « Merci de m'avoir donné un foyer ». Romain ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent librement sur son visage, alors qu'il serrait Isabelle dans ses bras, la tenant comme s'il n'allait plus jamais la lâcher. « C'est toi qui m'as donné un foyer, ma belle. C'est toi qui m'as sauvé. » Ils restèrent ainsi un long moment, père et fille, se guérissant mutuellement, construisant ensemble quelque chose qu'ils pensaient tous deux ne jamais avoir. Une famille, un foyer, un amour véritable. Au fil des mois, Romain et Isabelle emménagèrent dans la maison qu'il avait préparée. C'était un endroit chaleureux, avec un jardin où Isabelle pouvait jouer, une chambre décorée avec ses dessins sur les murs et une bibliothèque pleine de livres attendant d'être lus. Mais ils ne s'éloignèrent jamais du foyer Sainte-Claire. Romain continua d'en être l'administrateur philanthrope, avec encore plus de dévouement. Et Isabelle y retournait souvent, apportant des livres et des jouets aux autres enfants, partageant le bonheur qu'elle avait trouvé. Ce fut lors d'une de ces visites que Romain annonça un projet spécial. Avec une partie de l'héritage d'Isabelle, qui était maintenant gérée de manière responsable par lui en son nom, et avec ses propres ressources, il allait construire une nouvelle aile au foyer. Ce serait un espace dédié aux activités artistiques et thérapeutiques pour les enfants. Il y aurait des salles de peinture, de musique, de théâtre, de lecture, un endroit où des enfants comme Isabelle pourraient s'exprimer, guérir et découvrir leurs talents. L'inauguration de la nouvelle aile eut lieu par un après-midi ensoleillé de printemps. Il y avait des autorités présentes, des journalistes, des familles qui avaient adopté des enfants du foyer et bien sûr tous les enfants qui y vivaient. Isabelle, qui avait maintenant 8 ans, fut choisie pour couper le ruban inaugural. Elle était nerveuse mais fière, tenant les grands ciseaux à 2 mains pendant que Romain la guidait. Quand le ruban fut coupé et que tout le monde applaudit, Isabelle entra dans la nouvelle aile et ses yeux s'écarquillèrent. Tout était peint de couleurs vives. Il y avait des chevalets avec des toiles vierges attendant d'être remplies, des instruments de musique, des étagères avec des livres neufs et une petite scène pour les représentations. Théâtrale. C'était un rêve devenu réalité. Sur le mur principal, bien en évidence, était encadré le premier tableau qu'Isabelle avait peint pour Romain, celui qui montrait un père et sa fille se tenant la main devant la maison illuminée. En dessous, une plaque disait « Elle Isabelle Dubois », où chaque enfant peut trouver son foyer à travers l'art. Isabelle regarda Romain les larmes aux yeux. « C'est magnifique, papa. C'est parfait. » Romain s'agenouilla à côté d'elle et la serra dans ses bras.
C'est toi qui es parfaite, ma fille, et je ne me lasserai jamais de te dire à quel point je t'aime. » Ce soir-là, après que tout le monde fut parti et que le foyer fut calme, Romain et Isabelle restèrent assis dans le jardin à observer les étoiles. C'était un moment de paix, de gratitude, de réflexion sur tout ce qu'ils avaient vécu et surmonté ensemble. « Papa, tu crois que le destin existe ?» Romain réfléchit un instant avant de répondre. « Avant, je pensais que non. Je pensais que tout était coïncidence, hasard. Mais après t'avoir rencontré, ma belle, j'ai commencé à penser différemment. Peut-être qu'il existe, oui, peut-être que j'avais autant besoin de te trouver que tu avais besoin d'être trouvé. Peut-être qu'on s'est sauvés mutuellement. » Isabelle sourit, de ce sourire qui était maintenant si naturel, si vrai. J'aime penser ça aussi. Ils restèrent là jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse complètement et que les lumières du foyer s'allument une à une. À l'intérieur, ils pouvaient entendre les rires des autres enfants, le bruit de pas pressés, la vie qui suivait son cours. Et Romain pensa à la façon dont ce son était devenu la plus belle bande sonore de sa vie. Des enfants qui rient, qui jouent, qui grandissent en sécurité, qui apprennent à faire confiance à l'avenir. Il était retourné à Lyon en espérant seulement boucler des chapitres du passé. Il n'aurait jamais imaginé qu'il trouverait son avenir dans un relais routier, dans les yeux effrayés d'une fillette qui avait autant besoin d'être sauvée que lui. Isabelle n'était pas seulement la fille qu'il n'avait jamais su qu'il voulait, elle était la guérison de blessures qu'il ne savait même pas qu'il portait. Et ce soir-là, assis à côté d'elle sous les étoiles, Romain Dubois se sentit enfin complet. Il se sentit enfin chez lui, parce que la maison n'était pas un lieu. La maison était là où l'amour résidait. Et l'amour, il l'avait découvert, c'était cette fillette de 8 ans qui tenait maintenant sa main et regardait les étoiles avec de l'espoir dans les yeux. Isabelle grandirait forte, en sécurité, aimée. Elle irait à l'école, se ferait des amis, aurait des rêves, affronterait des défis. Mais elle ne serait plus jamais seule, plus jamais abandonnée, parce qu'elle avait une famille maintenant, un père qui l'aimait inconditionnellement, un foyer qui l'attendrait toujours à bras ouverts. Et Romain, l'homme qui avait passé 20 ans à fuir Lyon, à fuir le passé, à fuir les sentiments, avait enfin trouvé la paix. Il avait trouvé un but, il avait trouvé l'amour. Et tout cela grâce à un arrêt fortuit dans un relais routier et au courage de faire ce qui était juste quand personne d'autre ne regardait. Parfois, pensa Romain, en regardant Isabelle s'endormir à ses côtés sous le ciel étoilé, parfois la vie nous mène exactement là où nous devons être. Parfois, quand on s'y attend le moins, on trouve ce qu'on a toujours cherché. Et parfois, en sauvant quelqu'un, on finit par se sauver soi-même. Et ainsi, le cœur rempli de gratitude et les yeux pleins de larmes de bonheur, Romain Dubois tint la main de sa fille et sourit. Ils avaient toute une vie devant eux, ensemble, en tant que famille, en tant que père et fille, en tant que 2 survivants qui avaient trouvé l'un en l'autre la guérison dont ils avaient besoin. Et ce n'était que le début de leur histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Romain et Isabelle a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours d'amour, de courage et de rédemption, laissez un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Dites-nous dans les commentaires quel a été le moment qui vous a le plus marqué, ce que vous avez ressenti en suivant cette si belle transformation entre un homme qui cherchait à clore des chapitres et une fillette qui avait besoin d'un foyer. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses et vraies comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous rappellent la force de l'amour et l'importance de faire ce qui est juste même quand cela semble difficile. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager ces récits qui réchauffent le cœur et inspirent le changement. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui bouleversera vos émotions. À bientôt et souvenez-vous toujours, l'amour transforme tout.